Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le débrief du débat de la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, d'où nous émettons en direct le système sanitaire, ses atouts et ses défis. C'est le thème du débat que vient d'animer Babilas Botton avec ses invités. Djeneba Ouattara, elle est pharmacienne, spécialiste en santé publique, conseillère technique du Premier ministre ivoirien. Sédik Bakayoko, il est lui président du syndicat des médecins des cliniques privées. 3 points essentiels étaient au menu de leur discussion. Premier point, quelle est l'offre en matière de soins de santé en Côte d'Ivoire? Deuxième point, avec quelle facilité les Ivoiriens ont-ils accès à cette offre en matière de soins de santé? Troisième point, quels sont les grands défis, notamment ceux que devra relever le prochain président de la République, puisque nous sommes à quelques petits jours de la présidentielle. Deux invités avec moi pour faire le décryptage de cette émission. Paul Hervé Agoubli, vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous n'êtes pas médecin, vous ne faites pas partie du personnel médical dans ce pays, mais vous avez vos connaissances et votre avis sur la question sanitaire en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rodolphe Kouadio-Ogan, vous êtes, vous, économiste gestionnaire, président de l'ONG Open, Organisation pour le progrès économique national. Bien entendu, vous avez déjà fait des recherches en matière de soins de santé, donc la problématique, vous la connaissez un peu, et c'est à juste titre que je vous ai invité pour faire le débrief de ce débat sur la santé, sur le système sanitaire en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous l'avons dit, le débat s'est structuré autour de 3 points. Quelle offre en matière de santé publique? Quelle facilité d'accès? Et surtout, quels sont les défis à relever? Plantons le décor. Le système sanitaire en Côte d'Ivoire est constitué de 3 niveaux, en tout cas en ce qui concerne les structures d'accueil. C'est ce que nous avons relevé de ce débat que vient d'animer Babilas Botton. 1, les établissements de santé sanitaire de premier contact. Quels sont les centres de santé et les villes, enfin des villes et des campagnes. Deuxième niveau, les établissements sanitaires de premier recours que sont les hôpitaux généraux ou les hôpitaux spécialisés. Et enfin, les établissements sanitaires du dernier recours que sont les centres hospitaliers universitaires, notamment ceux que nous avons à Yopougon, à Cocody, à Treichville. Il y a également l'Institut de cardiologie ou l'Institut national d'hygiène publique situé lui aussi à Treichville. Et comme je préfère toujours donner des chiffres et des chiffres actuels, commençons donc notre émission par un chiffre. Nous l'avons vu dans le débat, nous sommes en 2020 et en 2020, la Côte d'Ivoire consacrait 16,6% de son budget à la santé. C'est à peu près 444 milliards de francs CFA, juste après l'éducation qui, elle, a pris plus de 950 milliards de francs CFA. Très rapidement, Monsieur Agoubli, comment se soigne-t-on en Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens ont-ils un facile accès aux soins de santé? Alors, j'approcherai la question assez prudemment. En interrogeant 2 aspects, n'est-ce pas, de la problématique que vous posez. La première question, pour moi, reviendrait à interroger beaucoup moins la réalité statistique des choses que, mettons, la réception. Quand vous parlez aux Ivoiriens en général, quelle est la réception qu'ils ont de toutes les offres politiques qui leur sont proposées? C'est bon ça, cette question-là. Et puis deuxièmement, la doctrine sanitaire en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, que j'écoutais votre exposé liminaire, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi, et je ne me suis pas retrouvé tout de suite dans l'ensemble lexical que vous avez proposé. Oui. Parce que, en ce qui concerne les structures d'accueil? Parce qu'en 2019, une loi, une réforme hospitalière est arrivée, a abouti à la fin d'un conseil des ministres. Et on nous a parlé plutôt d'une réforme qui consisterait effectivement à changer, n'est-ce pas, tout l'environnement lexical des établissements d'accueil sanitaire. Et en changeant donc le lexique de ces établissements-là, c'est toute la doctrine sanitaire qui était appelée effectivement à évoluer. Alors,
pour répondre très précisément à la question que vous me posez, très précisément, je veux dire qu'à partir du moment où une politique générale est énoncée pour basculer vers une ère nouvelle, vous avez parlé de modernité, tout le débat qui doit avoir lieu aujourd'hui, en ce moment même, c'est de savoir comment on fait l'évaluation de cette évolution-là qui fait passer, par exemple, les centres hospitaliers universitaires vers des établissements publics nationaux avec un management complètement différent. Comment, à une année après cette réforme-là majeure qui a été annoncée comme une grande innovation dans le système de santé, comment on peut faire l'évaluation aujourd'hui? À mon avis, c'est une grande question qu'on pourrait se poser. Dans le corps du débat, on y reviendra. On va dire les choses simplement et on va poser les problèmes de façon simple, parfois même de façon triviale. Très rapidement. Monsieur Hagen, j'aimerais commencer cette partie avec vous par l'expérience d'un homme que j'ai rencontré en arrivant dans cette émission, un homme dont le jeune garçon vient de se fracasser le bras en jouant sans doute à un jeu dangereux avec ses camarades. Il l'amène à un hôpital sur Abidjan pour le faire soigner. On fait un premier plâtre qui n'a pas fonctionné correctement. Et il était question de faire un deuxième plâtre. Puis, il faut d'abord faire une radiographie. Et quand la dame est revenue avec les résultats de la radiographie, la dame lui dit, écoutez, monsieur, pour avoir une radiographie de qualité, il vaut mieux que vous alliez dans le privé, dans une clinique privée. Alors, désemparé, ce monsieur qui avait épuisé déjà son économie de 100 000 francs CFA est allé chez un vieux guérisseur avec son enfant au bras cassé dans un quartier périphérique d'Abidjan. La suite, on le dira tout à l'heure. En tout cas, l'enfant est en voie de guérison. La question aujourd'hui, c'est, nous avons suivi dans le débat, Madame Djeneba Ouattara indiquait quelques chiffres. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire 25 millions d'habitants. Madame a indiqué que nous avons 8500 médecins. Il y a aujourd'hui 8500 médecins et Sidik Bakayoko, qui était aussi dans l'émission, a indiqué que la Côte d'Ivoire est passée d'une situation de désert sanitaire à une situation aujourd'hui où elle est en capacité de recevoir des malades venus de partout, y compris même de l'étranger, notamment en matière de radiothérapie. Quel est votre avis sur l'état global de l'offre en matière de soins de santé en Côte d'Ivoire? D'abord, je vous remercie. Je voudrais rebondir sur les propos. Chaque politicien cherche à se tirer la couverture en présentant le prédécesseur comme n'ayant pas travaillé véritablement. On n'était pas en désert. On n'était pas en désert puisque les Ivoiriens continuaient de se soigner. Et aujourd'hui, quand on... Mais quand on passe de 3000 et quelques médecins à 8500, on peut dire que... Non, ce n'est pas un désert. Ah, d'accord. Ah, mais c'est son mot. Non, on est d'accord. Allez-y. Ce n'est pas un désert. D'accord. C'était simplement une volonté politique. Une volonté politique. Et la capacité de l'État à pouvoir prendre en charge ces agents de santé qu'on pourrait prendre pour augmenter l'effectif. D'accord. Voilà. Donc ce n'était pas un désert. Ce que je voudrais souligner, la prise en charge sanitaire en Côte d'Ivoire est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que la plupart des malades, dans votre exemple que vous avez pris, quand ils arrivent à l'hôpital, n'ont pas la juste information pour allouer efficacement les ressources dont ils disposent. D'accord. Un problème de diagnostic. Non, pas il y a un problème de diagnostic. Pas un problème de diagnostic, il y a un problème de prise en charge. Quand le patient arrive et qu'il a le bras cassé, normalement, il doit avoir un protocole de prise en charge des patients selon les pathologies. Lorsqu'il vient et qu'on commence à lui faire un plâtre, déjà, on biffe la procédure. Il faut commencer d'abord par faire une radiographie. Et les spécialistes de la santé savent que pour une fracture ou pour un soupçon de fracture, il faut une radiographie pour qu'il y ait un diagnostic. Vous voulez arriver à quelle conclusion? La conclusion, c'est qu'il y a que notre pays a une mauvaise approche de la prise en charge. Non. On ne peut pas dire ça des médecins ivoiriens. On va éviter des généralisations dans cette émission. Moi, j'évite toujours des généralisations. Et il y a des médecins dans ce pays qui font correctement. Oui, mais parce que justement, je voulais rebondir là-dessus. C'est pour ça qu'au départ, je commençais par interroger la doctrine. Oui. J'ai parlé de cette loi de 2019 sur la réforme hospitalière. Eh bien, tout est centralisé de sorte que
le professionnel de la santé, dont vous dites tout à l'heure qu'il a de grandes compétences et personne n'en doute sur ce plateau. Il y a même des gens dont les compétences sont reconnues au-delà des frontières. Au-delà des frontières. N'est pas interrogé, n'est pas pris au premier plan, n'est pas mis au premier plan de la décision. À partir du moment où la décision lui arrive du politique et qu'elle n'émane pas de sa réflexion première et profonde, à partir de ce moment, effectivement, l'application devient difficile. Alors, vous parlez comme un universitaire. Non, alors, la différence de plateau mais justement, avec un amphithéâtre, c'est qu'il faut que soyons concrets. C'est-à-dire précisément les Ivoiriens qui nous suivent. Quand on veut faire une réforme, par exemple, quand le politique veut engager une réforme en matière sanitaire, eh bien, il doit concerter les professionnels de la santé. D'accord. Il doit voir... Vous parlez de la loi de 2019. Oui. Considérons que nous sommes en 2019. Oui. Et posons notre regard sur la situation sanitaire dans son ensemble en Côte d'Ivoire. Oublions la réforme de 2019. Nous, on n'est qu'en 2020. C'est ça. Nous avons entendu dans le débat des chiffres. Madame Djeneba Ouattara a dit de 2011 à 2019, j'ai dit, restons en 2019, le budget alloué à la santé a connu une augmentation de 200%. C'est cela. Et nous avons aujourd'hui dans ce pays 8500 médecins, contrairement au passé où ils étaient encore moins que ça. Donc si on reste en 2019 et on pose un regard sur la possibilité qu'ont les Ivoiriens d'avoir accès aux soins de santé, que disons-nous? Mais justement, je veux dire, le grand débat ou la grande difficulté aurait été quand même de se dire qu'entre 2011 ou 2010 jusqu'à 2019, on n'a pas eu d'évolution. Ça aurait été tragique quand même de le dire. Donc, il n'y a donc plus d'évolution. Si on note une évolution, la question, la grande problématique, c'est de savoir quelle est la qualité de cette évolution et quelle est son incidence, justement. Alors, vous avez une évolution très rapidement. Avant que vous ne continuiez, il faut le relever, c'est aussi important. La conférence d'Oslo, à laquelle participe, dont fait partie votre pays, la Côte d'Ivoire, recommande aux États de consacrer 15% de leur budget à la santé. La Côte d'Ivoire en est aujourd'hui à 16,6%. Mais justement, voilà un premier indice. D'accord. Ce sont des indications de budget. Et vous avez vu au niveau de la crise sanitaire de la Covid-19 que pour un pays... On en parlera effectivement. Que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui peut se vanter avec les partenaires internationaux d'avoir des chiffres qui sont flatteurs, la réalité, finalement, du terrain questionne sur la sincérité des chiffres qui sont énoncés. Parce que, effectivement, est-ce que ce sont des indicateurs probants qui montrent effectivement, comme l'a dit mon co-débatteur ce matin, que lorsqu'on dit qu'on a alloué effectivement près de 400 milliards de son budget pour réunir des équipements suffisants, pour faire en sorte que les médecins soient recrutés et qu'ils soient effectivement mis à la disposition des populations, comment, j'ai parlé de réception, comment les populations ressentent en effet? C'est maintenant que vous posez. Est-ce que, en effet, on parlait de désert sanitaire. Oui. En effet, qu'est-ce qui fait ou qui pousse les populations effectivement à se tourner vers des solutions de terroir plutôt que vers des solutions modernes, alors que les chiffres et la propagande publique, n'est-ce pas, continuent de dire que tout est fait et que nous vivons dans un monde qui est complètement rose. C'est ça le problème. J'ai entendu personne dire ça, mais c'est votre interprétation. C'est ça la grande difficulté. Je finirai, pardon. Monsieur Goumé, répondez à la question simplement. Oui, allons-y. C'est ça qui intéresse l'Ivoirien, moi, qui nous écoute. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les soins de santé sont accessibles? Est-ce que c'est cher de se soigner, c'est trop cher de se soigner en Côte d'Ivoire? Si je vous réponds... Ou du moins, avons-nous une offre en matière de santé qui soit à la portée de la majorité des Ivoiriens? Là, tout de suite, je vais vous donner deux exemples. Allez-y, très rapidement. Premier exemple, tous les Ivoiriens en ont été témoins. Je veux dire, quand même, nous inaugurons à grands frais de grands hôpitaux réputés, effectivement, posséder des équipements de pointe. Un bon plateau technique. Un bon plateau technique. Eh bien, à la moindre difficulté, ceux qui représentent l'État sont justement mis dans un avion, dans des évacuations sanitaires. Première problématique. Deuxième problématique, vous interrogez l'homme de la rue. Parce que mon point de vue peut ne pas être sincère. Mais si vous interrogez l'homme de la rue, mais il a peur de l'hôpital. Parce qu'il a peur justement des factures qui pourraient lui tomber dessus. C'est cher, il préfère, vous avez dit dans votre introduction, que les gens préfèrent se tourner vers des solutions traditionnelles. J'allais te demander si c'est anecdotique ou illustratif de ce que vivent
ça ne l'est pas. De ce que vivent la majorité des Ivoiriens. Donc, en gros, c'est très cher de se faire soigner dans les hôpitaux. C'est encore très cher. C'est encore très cher. Malgré que des efforts, c'est encore trop cher, on va dire, trop voilà, cher. c'est encore trop cher. Malgré que des efforts aient été alloués, des efforts budgétaires aient été alloués au secteur de la santé, d'après ce que j'ai écouté, j'ai entendu de la part de Madame Ouattara, j'ai un rapport. Le rapport a été élaboré par le MIDH, le Mouvement ivoirien des droits de l'homme, avec Human Dignity, en collaboration avec l'école de droit de Sciences Po Paris, en 2017, le 1er août 2017. Le rapport est intitulé « Le droit à la santé en Côte d'Ivoire, état des lieux ». Dans ce rapport, ils ont souligné que l'accessibilité aux soins est encore, les coûts sont encore élevés. Les coûts sont encore par rapport élevés. aux revenus des Ivoiriens. Voilà. Et ils ont revenus moyens des Ivoiriens. Par rapport aux revenus moyens de l'Ivoirien. Et ils ont dit dans ce rapport que la médecine traditionnelle, 80% de la population ivoirienne a recours à la médecine traditionnelle et ils ont même précisé principalement dans les zones rurales. Donc ça veut dire que nous avons 20% de notre population qui s'oriente vers les centres de santé formels. Et quand cette frange infime s'oriente vers... Ce n'est pas ce que dit tout à fait ce rapport que je connais très bien. Allez-y. Le rapport dit que 80% effectivement ont recours à la médecine traditionnelle comme premier réflexe. Mais après, quand le mal s'amplifie, effectivement, ils sont évacués ou du moins, ils se portent vers les centres de santé publique. C'est tout naturel. Mais toujours est-il que le réflexe, c'est que quand l'Ivoirien en général est malade, 80% de ces Ivoiriens s'orientent vers la médecine l'indigénat, on va dire. Traditionnelle. Maintenant, vous avez posé la question qu'on appelle de la prise en charge. Effectivement, quand les patients arrivent à l'hôpital, ils n'ont pas tout de suite le diagnostic. Or, quand on regarde les standards internationaux, on se rend compte que quand le patient arrive, tout de suite, on ne lui prescrit rien. D'abord, on fait des examens, des analyses. Mais quand on a investi autant d'argent dans le secteur, on voudrait demander qu'on appelle à nos autorités combien ont-ils financé de structures pour pouvoir faire les analyses de premier niveau lorsqu'un patient arrive. On nous dit qu'il y a effectivement des augmentations de budget. Nous sommes d'accord, des efforts ont été faits. Et de l'effectif du personnel soignant? Non, ça c'est vraiment, c'est à tout à leur honneur. Okay. C'est tout à leur honneur. Quand vous dites leur honneur, vous parlez de qui? Non, le pouvoir actuel. Ah d'accord, d'accord. Parce qu'à la réalité, on a un déficit criant. On va essayer de faire en sorte que ce débat ne soit pas un débat politicien et qu'on aborde les choses de façon concrète. C'est vrai. Qu'est-ce qui est fait, effectivement, pour une meilleure prise en charge des Ivoiriens quand ils tombent malades? On en parle après une courte pause. À tout de suite. Suite et fin du débrief du débat de la présidentielle 2020, celui que nous débriefons ce jour est consacré à l'état des lieux du système sanitaire en Côte d'Ivoire, ses forces et ses défis, un débat que vient d'animer Babylas Botton avec ses deux invités. Que retenir à la fois de ce débat de la première partie de notre débrief que des efforts substantiels. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué l'une des invitées du débat animé par Babylas Botton, Madame Djeneba Ouattara, que des efforts substantiels sont faits depuis 2011. Le budget alloué à la santé, dit-elle, a connu une augmentation de 200%. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire 8500 médecins pour une population de 25 millions d'habitants, que les structures sanitaires d'accueil qui existent ont connu une nette amélioration en termes d'équipement et en termes de possibilités de soins. Et vous indiquiez effectivement dans la première partie de notre débrief, Monsieur Agoubli, qu'il faut à la fois mettre les moyens, mais il faut en faire un véritable suivi pour que les objectifs posés soient atteints, ce qui ne semble pas être aujourd'hui le cas dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Oui,
Parce que les institutions, notamment, je parle de l'Assemblée nationale, qui a complètement disparu, qui s'est mise en congé dans l'épisode de la Covid-19, ne questionnent pas assez l'action publique. Mais toutes les assemblées nationales... Non, ce n'est pas vrai. L'Assemblée nationale de France a continué à fonctionner, celle d'Italie, ainsi de suite. Oui, on continue à siéger par visioconférence. Ah oui, mais ça c'est autre chose. D'accord. Alors, qu'est-ce que l'Assemblée nationale ivoirienne aurait dû faire? Oui, mais parce que si on ne pose pas des problèmes d'un point de vue structurel, les réponses... C'est-à-dire que le public est en face des déclarations, n'est-ce pas, des pouvoirs publics et ne peut pas les mettre en doute dès lors que la contradiction ne se fait pas. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'en effet, entre les chiffres qui sont annoncés et puis la réalité, bon, enfin, on en convenait, entre la réalité du terrain, il y a des difficultés parce que les Ivoiriens, en effet, ont du mal, ne ressentent pas les effets des ces efforts qui sont faits et qui sont annoncés par les pouvoirs publics. C'est bien il faut donc qu'entre les deux, il y ait une institution forte ou des institutions fortes qui permettent d'entrer dans ce qui se fait, de vérifier quelle est la réalité, la faisabilité des choses et qu'on n'en reste pas aux chiffres. À partir du moment où on est dans des sociétés ouvertes, la redevabilité de celui qui détient le pouvoir étant importante, étant actée, dès cet instant-là, la transparence se fait. Vous posez deux problèmes. Vous aviez parlé des recrutements plus ou moins importants qui étaient faits. Mais il faut questionner quelle est la répartition de ces effectifs-là sur l'ensemble du territoire national. Quel est le maillage national? Vous avez effectivement une grande densité à Abidjan. Et puis, là, on parlait de désert. Pour le coup, je veux bien emprunter cette expression-là, effectivement, à la personne qui l'a... C'est très intéressant ce que vous dites. Mais l'ensemble des régions est déserté par, n'est-ce pas, l'offre de santé. Tout est concentré à Abidjan, et dans les grandes villes. Et donc, ça pose un problème au niveau de proximité, de la façon donc de rendre les effectifs. Là, on parle de santé, mais pour beaucoup d'autres secteurs, c'est le cas. Tout le monde veut être dans les grandes villes à Abidjan. Et ça pose donc le problème des services publics, n'est-ce pas, à donner au reste de la population. Il pose un problème d'ordre structurel qui est très intéressant, mais on a vu à la faveur de cette crise pandémique que nous vivons qu'au fond, la question des problèmes liés au système sanitaire n'est même pas une question africaine, que les grandes économies ont vu le système sanitaire s'effondrer au bout de quelques jours. Quand on avait 1000 morts par jour en France et en Italie, on a vu comment le système sanitaire dans son ensemble s'est effondré. Oui. Ce qui ne justifie pas, n'absout pas effectivement les pouvoirs publics ici et de mettre en œuvre les réformes qu'il faut. Le problème qu'il pose, c'est bien de mettre les moyens, mais il faut à la fois que la vision ou la politique sanitaire ait de la pertinence et il faut qu'il y ait de suivi. C'est ce que vous dites et c'est tout à fait pertinent. Et vous vouliez revenir sur la question, c'est important pour qu'on évolue, comme on n'a pas assez de temps. Je voulais venir évoquer avec vous la question de la CMU, qui est devenue opérationnelle depuis le 1er janvier 2020 dans votre pays et la Côte d'Ivoire, avec deux régimes, le régime général de base et le régime d'assistance médicale, le RAM. Il y a le RBG, alors, vous payez 1000 francs par mois, et vous êtes pris en charge. Puisqu'on parlait de cherté de coûts liés aux soins de santé, vous avez votre pays, depuis 2014 que le président a pris le décret effectivement portant création de la CMU. Déjà en 2019, 1er octobre 2019, elle est devenue plus ou moins opérationnelle dans une certaine mesure. Et depuis le 1er janvier 2020, la CMU dans votre pays est devenue pleinement opérationnelle. Elle a coûté 1000 milliards entre 2019 et 2020 à votre pays, la Côte d'Ivoire, dit-on, et 3 millions d'Ivoiriens en bénéficient aujourd'hui. Monsieur. Satisfait-il? Monsieur, nous ne pouvons pas nous prononcer sur la CMU parce que, vous voyez, le politique a tendance à présenter les choses de façon belle. Alors que nous constatons que pour que nous puissions avoir une assurance maladie universelle qui puisse être fiable, il faudrait que nous ayons des infrastructures quasiment qui puissent satisfaire au moins à la demande. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Vous voyez, à la faveur de la Covid, il y a une structure privée qui a fait une donation à l'État de Côte d'Ivoire de 20 lits d'hospitalisation et de 2
qu'on appelle Respirateur. respirateur artificiel. Et ils ont annoncé ce don-là d'un montant de 24 millions de francs CFA. Oui. Vous voyez le CHU de Cocody, c'est un centre hospitalier. Il y en a 4 en Côte d'Ivoire, selon le rapport. Universitaire. Cité, oui. Centre hospitalier universitaire. Oui. Celui de Cocody, il y en a 4 comme cela. Mais qu'on appelle au CHU de Cocody, il y a 12 niveaux. 12 niveaux. Si on va sous la base de ce qu'il y ait une vingtaine de salles d'hospitalisation par palier, cela reviendrait à peu près 20, non, ça reviendrait à peu près à 100 lits par niveau. Oui. Et Pour les 12, ça fait 1200 lits. Oui. Figurez-vous qu'avec 2 milliards 880 millions, on équiperait déjà ce CHU-là sous la base des chiffres qui ont été annoncés. Il n'y a pas de lit au CHU de Cocody? Monsieur, allez-y visiter le CHU. On a des problèmes d'hospitalisation, de lits d'hospitalisation. Les médecins, il n'y a pas assez de lits, dites-vous. En fait, quand on dit qu'il n'y a pas assez de lits, quand on vient nous annoncer que des milliards ont été injectés dans le secteur depuis des injections financières continues, c'est-à-dire déjà, le lit d'hospitalisation doit être un problème déjà réglé. Attendez. Les médecins... Monsieur Rodolphe Kwadjo Hagen, quel problème posez-vous? N'y a-t-il pas de lit? Je pose un problème d'investissement réel. Parce qu'il ne s'agit pas d'avancer les chiffres. Mais vous parlez de lit. Y a-t-il pas de lit au CHU de Cocody? Au CHU de Cocody, les lits sont vétustes. D'accord. Et il y a des lits qui n'ont pas de matelas. J'ai accompagné un patient au 6e étage. Au 6e étage, quand on va au CHU, quand on passe devant le CHU, on a l'impression que tout est beau là-bas. Et on est même porté à critiquer les agents de santé. Mais quand on y entre, oui, c'est de la désolation. On a même pitié des acteurs qui sont là-bas et qui y travaillent. Vous voyez, oui, on a un professeur dans ce centre, je crois bien c'est la gynécologie, le professeur Nguessan. Ce monsieur se bat comme un beau diable pour pouvoir maintenir nos mamans et nos soeurs en vie lorsqu'elles vont en couche. On a des problèmes de bloc opératoire. M. Nguessan n'est certainement pas le seul médecin qui se bat en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, ils sont tous ainsi. Donc, quand on nous dit qu'on n'a pas de rendement de prise en charge, sinon nos médecins sont bien formés, nos agents de santé sont bien formés. Revenons à la CMU. À la CMU, oui, lorsque quelqu'un va payer ces 1000 francs, oui, monsieur, ça a un coût. Moi, je suis hospitalier, j'ai une assurance que j'ai payée à 12 000 francs dans l'année. À chaque fois que j'ai un bobo, je vais à l'hôpital. On nous dit que c'est financé à 1000 milliards. Mais monsieur, comment est-ce qu'on peut financer une assurance qui normalement doit perdurer dans le temps? Et pendant 2-3 ans, on a préparé l'avènement de cette assurance-là. Et on n'a pas vu d'infrastructure construite, de plateaux techniques de pointe. On nous dit qu'il y a une chose qu'on appelle la radiothérapie qui s'effectue en Côte d'Ivoire. Mais combien de structures offrent ce service-là en Côte d'Ivoire? Vous voyez, c'est ça, c'est qu'il faudrait qu'on arrive... Donc, peut mieux faire. Oui. Peut mieux faire, dites-vous. Mais on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Mais vous avez la réponse, effectivement. Oui, on peut toujours mieux faire. On ne nie pas, effectivement. Et les problèmes, on retiendra à la fois dans l'émission que vient de faire Babylas Botton et ce débrief que les soins de santé sont encore chers dans votre pays, la Côte d'Ivoire, et qu'il faut effectivement, comme le dit M. Paul Lévé Agoubli, faire un meilleur maillage territorial en termes de déploiement, en termes du personnel médical, et que l'essentiel des spécialistes ne soit pas cantonné, n'est-ce pas, à Abidjan et dans les grandes villes de votre pays. C'est tout à fait juste de le dire. Ainsi, un dernier point très rapidement pour finir et cette émission, le rapport médecine traditionnelle, médecine moderne. On l'a vu dans le débat, mais je l'ai dit dans l'anecdote, j'espère que ça reste une anecdote de ce monsieur dont le jeune garçon s'est cassé le bras et qui finalement s'est porté vers un guérisseur traditionnel dans un quartier périphérique d'Abidjan qui, avec des cartons ou des espèces de bricoles, lui a réparé le bras. Apparemment, il se porte mieux. Bon, ça veut dire que la réponse se trouve aussi quelque part. Chez la médecine traditionnelle. Comment se porte le mariage médecine moderne et médecine traditionnelle? C'est vrai qu'il y a une direction de la médecine traditionnelle logée au ministère de la Santé. C'est très bien. Ça veut dire que d'un point de vue institutionnel, la question est posée, qu'on est conscient qu'il faut regarder cela avec un œil intéressé. La grande question que moi, ça me pose, ce rapport-là,
cette rencontre, cohabitation entre les deux médecines. Cohabitation entre ces deux médecines, c'est vraiment l'État, à mon avis, je vais être un peu direct sur la question. À mon avis, la question que ça pose, c'est vraiment cet État pré-moderne, vraiment pré-moderne, pré-scientifique même, hein, que pose notre médecine traditionnelle, qui n'a pas encore trouvé, de notre part, ça pose la question de la recherche, de la qualité de la recherche, du financement de la recherche, de comment, en effet, on arrive à passer de quelque chose qui est intuitif, de quelque chose qui est profondément local et du terroir. Empirique. Empirique, oui, en effet, à une expression qui devient là scientifique, moderne et qui peut servir en effet, hein, n'est-ce pas, parce que c'est donc documenté, c'est recherché, qui peut servir la cause de la santé. Et c'est là où notre pays doit chercher à avancer vraiment. L'honneur des régimes, des pouvoirs publics doit être à un certain moment de nous sortir de cet état, je reviens sur le concept que j'employais, pré-moderne, un état moderne de la médecine traditionnelle et qu'on puisse questionner les dosages, qu'on puisse questionner les éléments profonds et puissants de cette médecine qui puisse nous servir en effet. Absolument. Ce que dit M. Agoubli est d'autant plus primordial qu'on a vu à la faveur de cette crise pandémique que nous vivons, qu'il n'y a rien de mieux que la recherche. Il faut investir dans la recherche. Et d'ailleurs, ceux qui l'ont fait avant nous sont démunis aujourd'hui face à un petit virus, au fond. On a vu, ils ont la bombe atomique, ils ont les avions, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont les missiles intercontinentaux, mais face à un virus, tout le monde est désarmé, là. Et l'économie, visiblement, s'effondre. Et le problème, c'est que l'Afrique est là maintenant et attend encore que le vaccin vienne d'ailleurs. Il y a même beaucoup d'Africains qui ont une sorte de défiance vis-à-vis de ces vaccins éventuels qui vont arriver. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire des recherches. Si on ne veut pas utiliser les vaccins des autres, il faut faire des recherches. C'est déjà un bon pas que la Côte d'Ivoire, de façon institutionnelle, ait au ministère de la Santé un département consacré à la médecine traditionnelle. Ce n'est pas sûr que tous les États du continent aient fait ça. Mais comment, selon vous, vous qui avez effectivement fait des recherches dans ce sens, peut-on valoriser davantage la médecine traditionnelle pour replonger aujourd'hui nos médecins traditionnels, nos guérisseurs au centre, effectivement, des soins de santé à prodiguer aux populations? Merci bien, monsieur. En fait, vous voyez, la question de la médecine traditionnelle est une question fondamentale. Il y a des pays qui ont assis complètement leur médecine sur le traditionnel, notamment la Chine. La Chine, c'est un très bon exemple. Il se trouve que chez nous en Afrique, le rapport le dit bien, que le rapport que j'ai cité tout à l'heure le dit bien. De 2017, oui. Ils ont dit que, dans ce rapport, que après les indépendances, la médecine traditionnelle avait été interdite. Et après avant les indépendances, cette médecine avait été interdite pendant la colonisation. Oui. Et après les indépendances, ils ont trouvé une approche d'accompagnement par la puissance publique de cette médecine. Oui. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un conflit. Parce que quand on regarde la plupart des molécules qui soignent aujourd'hui dans le moderne, elles émanent de la tradition. C'est vrai, de nos plantes, que nos vieux utilisent. Des Européens sont venus en Afrique, ont découvert des plantes africaines, ont fait un herbier et ont trouvé les substances curatives et les ont synthétisées. Aujourd'hui, il se trouve que dans notre médecine traditionnelle, qui n'est pas négligeable, parce que tout le monde est unanime que quand on venait chercher des Africains, c'est parce qu'ils étaient en bonne santé pour aller travailler ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Donc, s'ils étaient en bonne santé, il va sans dire qu'ils avaient un bon traitement sanitaire. Ah, mais c'est très intéressant. Donc, s'ils se soignaient correctement, on ne peut pas nier alors l'existence de la médecine africaine. Et cette médecine se doit actuellement, et se devait, d'être accompagnée par ceux qui ont la méthode, c'est-à-dire les médecins modernes qui ont la méthode scientifique pour que ce qu'on appelle les découvertes, les soins empiriques que nous avons dans la tradition puissent connaître un schéma scientifique pour que cela puisse être homologué. Mais le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de la Covid, comme vous avez abordé la question, il se trouve qu'au niveau de la Covid, ce n'est pas parce que les Africains n'ont pas été contaminés, mais c'est parce que le système immunitaire de l'Africain est résistant. Il n'y a pas encore de recherche. C'est vrai, c'est ce qui établit ce que vous dites. Non, une chose est certaine, c'est que, mine de rien, on n'est pas autant contaminé. La science
base sur des faits d'abord empiriques avant de schématiser. On est d'accord. Il se trouve que de façon empirique, l'Africain n'a pas eu le taux de morbidité qu'il y a eu en Europe. Il y a sans doute des raisons pour cela, dites-vous. Et ces raisons, il faudra effectivement faire des recherches pour les évoquer. Des raisons positives, j'entends. Et c'est à notre avantage, effectivement. Vous avez raison. Le débat... Je ne sais pas si on a le temps, je voulais glisser une petite phrase. Allez-y très rapidement. Pour dire très rapidement qu'on a vu partout sur cette planète que cette séquence-là a été la séquence des médecins et des chercheurs. Dans certains États, je ne citerai pas certains, ceux auxquels je pense, c'est le politique qui a été en première ligne. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. À un moment donné de notre histoire, de notre vie nationale, il faut que les praticiens, les techniciens des différents domaines, quand il y a des crises qui les regardent, soient questionnés en premier et que c'est vrai qu'il y a des contingences politiques et économiques, oui, mais que le politique, pour quelquefois là, accepte de se mettre en arrière-plan. Merci. Paul Hervé Agoubli, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Merci à vous d'avoir participé à ce débrief. Rodolphe Kouadio Ogan, merci à vous également d'avoir participé à ce débrief du débat de la présidentielle consacré à l'évaluation, du moins l'état des lieux du système sanitaire ivoirien, ses forces et aussi les défis. Nous l'avons dit, les soins de santé sont encore chers dans votre pays. Il faut accompagner davantage les Ivoiriens dans les cheminements curatifs. Le message est sans doute passé. Merci à vous. En tout cas, merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin du débrief du débat de la présidentielle que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro du débrief du débat de la présidentielle. Merci.